La tâche du modérateur ce soir va être très facilitée parce que tous ceux que vous avez autour de vous ont déjà pris la parole longuement sur les sujets qui vont être évoqués et qui sont inscrits à la table, au tableau de la palabre. J'allais dire au rôle, n'est-ce pas, au rôle de cette palabre de l'Espérade. Il s'agit, pour ne pas vous les présenter, de Mariema Touré-Thiam, que tout le monde connaît, brillant sociologue, spécialiste des questions de genre, entre autres, pour dire, parce qu'on fait l'économie du temps, de Sarah Louéran, qui est intervenue peut-être pas ici, mais dans une autre salle, et qui a beaucoup parlé sur les questions touchant au droit, à la criminalité. C'est bien de ça qu'il s'agit, n'est-ce pas? L'anthropologie juridique selon la bonne vieille école de Ayot. Voilà, le Michel Ayot. Pas l'autre. Je présenterai également Mme Anita Diop, que vous avez applaudi longuement hier, qui vous a fait chanter, qui vous a fait parler africain, n'est-ce pas, en africanophonie, et qui est partenaire privilégié du Cerveau-Toula dans le cadre de cette conférence internationale, à travers son association, sa fondation sur les patrimoines d'Afrique aux États-Unis. Elle est américaine, n'est-ce pas? Alors, Jean-Luc Akaïli, ambassadeur du Congo auprès de la République du Sénégal et les autres pays autour, n'est-ce pas? Le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et d'autres. Vous voyez, Gambie, Mali, Mauritanie, tout ça à lui seul. C'est le Congo ambulant. Mais c'est le professeur qui est sollicité. C'est l'un des meilleurs spécialistes d'esthétique, n'est-ce pas, en philosophie. Vous avez, je crois, senti vibrer les cordes de son violon ce matin, lorsqu'il a fait sa présentation, mais surtout lorsqu'il a conclu par une envolée tout à fait singulière et magistrale lors du jeu de questions et réponses. Ce sont ces personnalités qui sont appelées à prendre la parole par le modérateur. Il n'y a pas ce soir de leçon de prescription. On y va directement. Les sujets sont connus de tous. La spiritualité, les relations de genre, les transitions intergénérationnelles, les diasporas, les mouvements et diffusion de la nouvelle pensée africaine. Vous voyez, c'est un joli buffet. C'est pas une mince affaire. Hein? Alors je demanderai à chaque... je donnerai 5 minutes à chacune et à chacun pour introduire ou s'introduire dans ce débat. Et après ce tour de table qui nous prendra 20 minutes, nous commençons les échanges directement avec la salle. Une vraie palabre. Je vous remercie et je passe la parole à Madame Mariema Touré-Thiam. Merci Charles. J'étais inscrite pour être la dernière à parler, mais Charles aime tellement ce que je dis qu'il a décidé que je vais être la première. Merci Charles. Je crois que peut-être que je peux mettre
les questions sur lesquelles je devais intervenir pour réagir tout juste en précisant 2 ou 3 choses. Moi, je viens du Sénégal. Le Sénégal est très représenté sur cette table avec une personne que nous hébergeons, une personne que nous avons épousée et une personne qui porte la nationalité. Ce que cela veut dire pour moi, c'est que dans la nouvelle pensée africaine, nous devons trouver toutes les modalités qui nous permettent d'être inclusifs, d'inclure. Inclure parce que nous avons besoin de créer des synergies partout entre nous, mais aussi de créer des synergies entre nous et les autres, parce que le monde d'aujourd'hui est tel que on ne peut pas séparer l'Afrique de son interlocuteur qui est le reste du monde. Alors, quand je dis que décoloniser la recherche, c'est aussi la démasculiniser, c'est une autre façon de dire que décoloniser la recherche, c'est aussi la reféminiser. Moi, je viens d'un pays, au Sénégal, quand il y a eu la pénétration coloniale, la première personne qui a dit halte à Faidherbe, elle était une dame, elle s'appelait Natalia Lobot, c'était la reine Douane. Je viens d'un pays, le Sénégal. Pendant la période coloniale, la dernière personne à avoir résisté pour libérer le Sénégal, c'était aussi une femme. La première était au nord du Sénégal, dans le Waalo. La deuxième, elle était du sud du Sénégal, elle s'appelle Aline Sitoé Diatta. Elle aura été déportée. Si on connaît son histoire, on aurait pu comprendre que la centralité de la femme que nous revendiquons pour une nouvelle pensée africaine, mais la centralité de toutes les personnes et de toutes les perspectives qui sont powerless et qui ont été marginalisées dans notre société, elle est une centralité qui émane bien de chez nous. Qui émane bien de chez nous. Je ne ferai pas aujourd'hui le débat interne au féminisme, mais je dirais simplement qu'à l'émergence de ce qui est convenu aujourd'hui d'appeler les théories du genre ou de l'intersectionnalité, les femmes africaines ont été centrales parce que c'était à l'époque, dans les années 1977, de la création de l'AFAD, l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement, qui était solidaire d'un autre groupe de femmes du tiers-monde, Développement Alternative Women for a New Area, qui est connu sous le nom de DONE. À la création de l'AFAD, c'est une sœur africaine qui s'appelle Marjorie Mbilingui qui avait pointé le débat. Marjorie et tout le groupe qu'on était, j'étais un peu plus jeune à l'époque, je suis tout à fait jeune encore. Nous disons simplement que l'ordre épistémologique international tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas seulement eurocentrique, il est aussi viricentrique. Parce que quand il y a des épistémicides et que les savoirs africains sont assassinés, exclus ou vocalisés, c'est d'abord les savoirs des femmes, parce que les patrimoines africains sont pour l'essentiel des matrimoines. Je dirais simplement, Charles, si j'ai encore une minute, c'est que l'orientation gender blind, c'est-à-dire l'orientation aveugle au genre, n'est pas sans conséquence. Nous avons parlé longuement de développement ce matin. Oui, ma thèse a porté sur les questions de développement. C'est un doctorat de sociologie qui s'appelle doctorat en sciences sociales sociologie du tiers-monde à la Sorbonne, l'IEDES, allez-y voir. Ce que nous nous disons, c'est que dans toutes ces perspectives, aujourd'hui, qui constituent l'orthodoxie, les populations africaines de façon globale ont été momifiées. On a travaillé à appliquer chez eux des choses sur lesquelles ils n'ont pas pu se prononcer, mais ce qui était le plus nous aider, c'était les femmes africaines. Parce que quand même, acceptons-le, la société africaine, elle est fondamentalement patriarcale. Acceptons-le et disons-le, notre société, elle est aussi gérontocratique. Et faire émerger une nouvelle pensée africaine, inclusive et transformative,
un postulat qui permette de ramener tous les exclus. Peut-être que, si vous voulez bien, je peux m'arrêter là en disant que quand nous disons en garde African Social Sciences, c'est un combat que nous avons mené au CODESRIA, dans lequel je suis membre, et que le livre d'aujourd'hui qui a été publié par Fatou Sow et Amina Maman, qui s'appelle En garde de Social Sciences, nous ne sommes en train de répéter, nous ne sommes les perroquets de personne, nous ne sommes les perroquets d'aucune race, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains lucides et capables d'apporter des lectures de nos propres sociétés et de faire nos propres émotions. Je vais m'en arrêter là. Merci. La question du genre est bel et bien posée. Et il faut, disait quelqu'un, un homme et une femme pour faire le genre. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Je vais passer la parole à Madame Anita Telikiani. Anita, please take the floor. Good evening, everyone. It is an honor to be here. And as I am thinking about what it is that I want you to take away from my words tonight, my mind is going to 500 different places. But I want you to get one or two things from this conversation. Being a child of the diaspora, we have many questions that we feel that only those that were born on the continent can answer. Regarding the themes of spirituality, regarding who really is God, what is God. And right now in the U.S., there's a movement, a revolution, so to speak, where individuals are hearing the voices of their ancestors. And it's conflict with their Christian upbringing. And they go to church and feel out of place. They no longer feel that level of Christianity and or individuals that I've dealt with in Islam is feeding their soul. So individuals are coming up with, okay, something is telling me that there's something greater out there. Something is telling me that I have to look within. But when I look within, I'm confused. And that confusion leads to, or comes from, that lack of identity. Now, what I have learned growing up in the West, I only learned it when I came to Africa, that whatever, if the West says it's up, you absolutely need to know that it really is down. If the West says it is right, absolutely you need to know that it is left. So understanding from a cosmological perspective and what we have been told what was right is no longer fitting the bill. So even in my own personal walk, many people say, oh, you sound like an evangelist or a preacher. And I'm like, no. But my upbringing was definitely steeped deep in the church. But there came a point in time where my spirit says, when you look at the world, you look at the Asian people and their faith, that Asian guy looks like them, talks like them,
and dwells in the land in which they originated. When you look at the Native Americans and their gods, look like them, talk like them, have the same language, and dwell in that land. When you look at the other religions, I have come to find that there is a creator of every people and of every land. And so when you go to Ghana, the Ashanti people will tell you the very first man and first woman that was put in a tree in the Ashanti region, given their language, given their customs, given their culture. The same thing with the Zulu. The Zulu will tell you their creation story, how they came down from heaven. And Amazulu means man from heaven. Then the Yorubas in Nigeria, there's a cave that they talk about where they originated from. Now, growing up in the West, I only had the Bible about Adam and Eve in this lost garden. But I come to Africa, and you tell me Ashanti has a creation story. The Zulu people has a creation story. The Yoruba people has a creation story. And if we go back to our elders and those that keep the wisdom and knowledge of our own ethnicities, we will find our own creation stories. So I ask you, what is your creation story? And why? Well, we know why, but why did you give up your creation story for someone else's creation story? We know why. But because it has happened, I believe the ancestors are speaking up and telling us, get back to your story. Control your narrative. Go to the elders in your village, the holders and keepers of that wisdom and knowledge, and teach it to the young generation. Teach it to the middle-aged people, because this is our power. Think of it like this. Everyone has a natural mother and a natural father. And a natural mother and a natural father will love you. But if in the case that you might get a stepmother or a stepfather, they may have a level of love for you, but that love will not be the same as your natural mother and your natural father. So when it comes to worship, you can substitute someone else's creation story. You can substitute someone else's God. But that God is not going to treat you the same way that your natural God would treat you. And this is my message for you today. Merci beaucoup, Anita. Je vais passer sans plus tarder la parole à Sarah. Merci pour la parole. Alors moi, je vais être très très brève, parce que je crois que, je ne sais pas, je n'ai jamais su le mot en français. Alors aidez-moi dans une langue ou une autre, le féminin des prédécesseurs. Donc, en tout cas, les sœurs qui ont pris la parole avant moi, puisque c'est aussi la question de la féminisation de la langue et de certaines langues est compliquée, on dit déjà beaucoup. Mais oui, les prédécesseurs. Alors, effectivement, moi je pense fondamentalement, pour rebondir davantage sur les propos de Mariema, où je pense que la nouvelle pensée africaine ne peut pas faire l'économie justement d'une visibilisation des femmes et des savoirs des femmes. Effectivement, ça me paraît tout à fait fondamental
on n'est pas dans la théorie du conflit, là, c'est simplement justement faire réapparaître quelque chose qui est là et que ce soit pris en considération dans cette complémentarité. Dans cette complémentarité dont on parle, je ne sais plus quelle, parce que nous avons entendu tellement d'orateurs et d'oratrices qui parlaient du tiers exclu et du tiers inclus, il est évident que la nouvelle pensée africaine s'inscrit dans un tiers inclus. Et à partir de ce moment-là, s'il est inclus, il inclut aussi la parole des femmes, la présence des femmes dans cette circulation de la parole. Et ça me paraît tout à fait fondamental, justement, d'être dans une perspective de complémentarité et non pas de conflit. Parce que souvent, effectivement, le terme de féminisme a une très mauvaise presse, particulièrement auprès des hommes, parce que l'imaginaire est celui d'une femme bien souvent hystérique, qu'on imagine hystérique, contrairement aux hommes qui sont toujours très très calmes, comme on le sait tous, et alors qu'effectivement, il s'agit simplement d'être dans une complémentarité et de ne pas avoir cette idée, en fait. Parce que souvent, quand on discute aussi avec des hommes, en fait, c'est pas nécessairement qu'ils soient contre, je parlerai simplement des droits des femmes, mais c'est qu'en accordant ces droits-là, ils perdent leurs privilèges. En fait, c'est pas forcément contre la femme ou les femmes, mais c'est une perte de privilèges. Et je pense que si effectivement il y a un enracinement dans ce tiers inclus, eh bien, là aussi, il y aura cette complémentarité-là. Et je voulais terminer, parce que je vais être vraiment rapide, sur le lien, justement, puisqu'il est dans la thématique, il y a notamment donc, spiritualité, relation de genre, transition intergénérationnelle, donc pour moi ça va de pair dans cette transmission-là, et bien qu'effectivement cette question du tiers inclus, eh bien c'est aussi tout le rapport entre le visible et l'invisible, et qu'on voit à travers effectivement le rapport de genre, d'intersectionnalité, choisissez, en tous les cas on peut avoir des discussions intéressantes dans ce débat. Et c'est pour ça que j'avais insisté hier sur la question donc, des montages normatifs et des narratifs qui sous-tendent ces montages normatifs au sens effectivement instituant donc des sociétés où effectivement c'est aussi une expression du visible et de l'invisible. Voilà, je m'arrêterai. Alors Jean-Luc, de tout ceci. Merci Charles. Tout ceci, c'est difficile. Parce que j'avais cru comprendre que j'avais épuisé mon dit depuis ce matin. Voilà. Nouvelle pensée africaine. Je veux rebondir sur la chute de Madame Diop par un fait suivant. 2001, si j'ai bonne mémoire, ça doit être le 2 janvier 2001. Un grand journaliste du journal Le Monde, je pense qu'il est toujours ambassadeur de France en Algérie, peut-être qu'il a changé, un grand journaliste, c'était l'un des meilleurs éditorialistes du journal Le Monde, il s'appelle Philippe Boucher. Philippe Boucher, dans son éditorial du 2 janvier 2001, je me souviens parce que ça m'a frappé, il avait fait, si vous voulez, le narratif de tous les continents à l'orée du 21e siècle. Et l'Afrique alors. Et l'Afrique alors. Et sa question était celle-ci. Si l'Afrique doit être au rendez-vous du 21e siècle, disait Philippe Boucher, il faut que l'Afrique retrouve ses spiritualités ancestrales. C'est ce que disait Philippe Boucher. Donc l'Afrique ne retrouvera pas ses spiritualités ancestrales. L'Afrique ne pourra pas être comme la Chine ou comme l'Inde au rendez-vous du 21e siècle.
C'est pour vous dire que la question de la spiritualité, il faudra en tenir compte dans l'élaboration de la nouvelle pensée africaine parce que ça me paraît essentiel. Et je ne voudrais pas ici ouvrir d'autres polémiques à ce sujet. Ça, c'était pour la spiritualité. Mon cher Charles, un grand homme, un grand intellectuel du Mali, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, un grand monsieur. Et on parle de moins en moins de lui et c'est dommage. Il s'appelle Youssouf Tata Cissé. Youssouf Tata Cissé. Youssouf Tata Cissé a passé plus de 50 ans à récolter tout ce qui concerne la geste de la spiritualité des Bamba, des Songhai, jusqu'à nous montrer l'importance philosophique des masques Tiwara. Je pense que, à partir des travaux d'un homme comme Youssouf Tata Cissé, pour penser l'élan, la nouvelle esthétique négro-africaine, il faudrait passer aussi par les travaux de ce grand monsieur. Il en est de même pour Boubouama. Boubouama est parti à laisser un beau livre, un très beau livre. Je disais à Mme Diop tout dernièrement, je dis il faudrait peut-être trouver le moyen de réacheter les droits à l'édition 18, pas 18. Ce beau livre s'appelle Le double d'hier rencontre demain. Le double d'hier rencontre demain de Boubouama. Tout ce que nous disons depuis 2 jours. Je ne dis pas que Boubouama a déjà inscrit ça dans son livre, mais quelque part, les gestes qu'il pose dans ce livre, les questions qu'il pose dans ce livre, recoupent la problématique de la naissance ou de la renaissance d'une nouvelle pensée africaine. C'est pourquoi je me dis qu'il faudrait aussi, pour entamer les travaux, pour l'élaboration d'une nouvelle pensée africaine, revisiter ceux de nos classiques qui ont été essentiels pour la naissance de la pensée moderne africaine. Je terminerai par la métaphysique. Je terminerai par la métaphysique. Ce matin, j'ai parlé de la métaphysique. Mon ami Moutondé m'a fait une remarque, mais c'était orgueilleux, concernant le savoir initié des prêtres égyptiens. Et j'ai dit qu'il avait raison. Et après, je me suis rappelé qu'en fait, la métaphysique d'Aristote, quelque part, elle prend racine également dans ce savoir spirituel égyptien. Pourquoi? Je le lisais hier soir. C'est après que j'ai pensé à ce que j'ai lu hier soir. Si je m'y avais pensé avant, peut-être que ce matin j'aurais dit autre chose. Le professeur Théophile Obenga, qui est là pour nous, écrit beaucoup de livres, beaucoup d'articles. Mais je peux vous dire, c'est pas parce que je le connais, c'est pas parce que. Je peux vous dire, vous prenez le livre de Théophile Obenga qui s'appelle La cuvette congolaise, les hommes et les structures. La cuvette congolaise, les hommes et les structures. J'étais un peu déçu que Kalepa n'ait pas cité ce livre. Pourquoi? Parce que dans ce livre, il y a un chapitre que le professeur Théophile Obenga développe. Ça s'appelle simplement La pensée de Monet Alomba. La pensée de Monet Alomba. La pensée de Monet Alomba, c'est un texte que le professeur Obenga a écrit à la suite d'une rencontre entre lui et un grand homme de notre terroir qui s'appelait Alomba. Et ce que
dit à Lumumba, dans ce texte qui s'appelle La pensée de Mandela Lumumba, ce n'est rien d'autre que, je vous le dis, la restitution à peu près du livre 6 de la métaphysique d'Aristote. Et quand j'ai pensé à cette métaphysique d'Aristote, je me suis dit, mais diable, pourquoi je me suis allé balader d'Aristote? Il suffisait que je relise la pensée de Mandela Lumumba, mais mieux encore, il suffisait que je relise au contenu de Marcel Griol, mais pour comprendre que quelque part, la question du développement, la question de la puissance de la pensée à mettre en œuvre le faire humain comme tel, mais c'était inscrit déjà dans la pensée originelle des Noirs d'Afrique. J'ai trouvé ça dans la pensée de Mandela Lumumba, j'ai trouvé ça dans Ogotelili, de Marcel Griol. C'est vrai que Marcel Griol est un français, mais Ogotelili reste un Dogon. C'est pourquoi je dis dans la nouvelle pensée africaine, il faudrait reconvoquer ce type de texte pour pouvoir rebégayer à nouveau une nouvelle pensée africaine qui aujourd'hui, pour moi, commence à se développer dans les œuvres de nos artistes contemporains, dans les œuvres de nos littéraires contemporains. Je vous remercie. Merci, professeur Aka. Alors, je voudrais peut-être élargir le débat. Parce que ce ne sont pas des exposés, ce sont des introductions au débat qui nous ont été servies. Et c'était bien le but de cette question transversale. Vous voyez, non introduite par une leçon. Pour nous laisser à tous le soin de faire vibrer notre sensibilité sur les différentes questions qui se posent. Et je vous les repose à ma manière, très brièvement, sans commentaire. Les Noirs ont-ils une âme? Les Africains ont-ils une âme? D'autres termes, sont-ils capables de porter un projet de spiritualité qui leur soit propre? La jeunesse, la femme africaine est-elle une femme normale? N'est-elle pas une femme opprimée? Voilà la vraie question. Puisque les services internationaux, les services de civilisation semblent nous dire et nous établir dans des échelles basses, nous autres Africains, dans la relation entre les hommes et les femmes d'Afrique. La femme africaine est-elle une femme libre, capable d'accéder à la liberté? Mais comment, de quelle liberté s'agit-il? N'est-elle pas une femme par définition, puisqu'elle est femme opprimée, une personne opprimée? L'autre question, évidemment, touche aux transitions. Vous voyez, n'a-t-on pas l'impression, comme on l'a entendu dire à Bamako ou à Montpellier, que le temps de la jeunesse est arrivé? Mais quand n'est-il pas arrivé, le temps de la jeunesse? Quand n'a-t-il pas été au rendez-vous? Est-il pertinent aujourd'hui de parler du temps de la jeunesse et d'opposer les générations africaines, d'Africains sur le continent? Dans quel but? La jeunesse africaine est-elle exclue? Voilà la question. L'autre question touche aux diasporas.
est-ce que les diasporas sont encore africaines? Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit pour l'Afrique, que d'accorder un statut tout à fait spécial de 6e région, n'est-ce pas, de l'Afrique, hors d'Afrique? Ces hommes et ces femmes ne sont-ils pas, sont-ils encore des nôtres? Méritent-ils d'être encore des nôtres? Voilà des questions qui se posent, et évidemment les mouvements politiques, les mouvements d'expression qui fleurissent au soleil, sont-ils des mouvements pour l'Afrique, des mouvements de l'Afrique, des mouvements contre l'Afrique? Peut-on faire parler d'anatomie tout à l'heure de ces mouvements? Peut-on tracer leur typologie? Peut-on s'avancer sur le terrain de leur véritable, de la reconnaissance de leurs identités? Et pour quel service, quel impact dans le devenir de l'Afrique? La pensée, la nouvelle pensée africaine peut-elle laisser ces sujets-là sans réponse? Alors je vais choisir, désigner 2 personnes pour intervenir en tout premier. Je désigne Mathias Eriko Bonangini. Je n'ai pas vu où est la philosophe, ma philosophe à moi, Madame Bolbina n'est pas là. Ben voilà, je désigne Bolbina. Et une 3e personne, je suis démocrate, avec qui veut une 3e personne. Au fond, là-bas, tout au fond. Et nous allons commencer par vous, monsieur. Passez-lui le micro. Je suis Narcisse Fomeko de l'Institut des mondes africains de Paris. Alors, je vais commencer aussi par votre dernière question, et c'est celle qui m'intéresse le plus, celle de la diaspora africaine. Est-ce que la diaspora africaine est-elle encore africaine? Cette question, un ami de moi, Christian Elongué, au Ghana, pour ne pas le citer, avons essayé de répondre à cette question en écrivant un billet intitulé de la création des écoles africaines hors d'Afrique. Des écoles africaines hors d'Afrique. En fait, parce qu'on s'est rendu compte que les communautés africaines, ou la diaspora africaine qui depuis des années est en Europe, si nous prenons juste le cas des Camerounais en France, ils sont des milliers, et il n'y a aucune école entre guillemets camerounaise en France. Ça veut dire que ces enfants qui naissent en France et grandissent en France n'ont pas l'intention, tout au moins ne connaissent pas les réalités africaines. Et les gens nous ont reproché le fait d'avoir pensé à créer une école africaine hors d'Afrique sans pouvoir changer les programmes au niveau local. Alors on s'est posé une question. Depuis 60 ans, depuis 50 ans, il y a des communautés africaines qui évoluent en Europe. Est-ce qu'on doit attendre que les programmes soient changés en Afrique pour pouvoir importer un système entre guillemets en Europe? Et cette question nous a aussi amené à commettre, d'aucuns nous disaient comment ça va se passer. On a essayé de produire un deuxième billet sur comment le faire. Et on a tout simplement constaté qu'il serait mieux de poser la question à ces Africains eux-mêmes. Le professeur, M. Otum, je peux me tromper, Otumonde, oui, désolé. Omotunde, j'y arrive enfin, bien évidemment, dans son exposé tout à l'heure, a laissé entendre qu'il fallait créer cela. Et tout à l'heure, j'ai discuté avec lui, j'ai parlé de l'école guadeloupéenne. Je dirais juste une chose, vous allez tous être très surpris. Parce que quand on va débouler sur vous, là pour le moment, on est en train de régler un problème d'avion. On ne veut pas monter à Paris pour redescendre au Cameroun. Parce qu'on est à 4 heures du Cameroun. C'est-à-dire 4 heures, on est tout près. Donc on a signé des accords avec Ethiopian Airlines, on a signé des accords donc aussi avec Air Sénégal, sauf que l'État français ne donne pas l'autorisation aux avions d'atterrir et de repartir. Donc il y a un problème administratif et diplomatique à régler. Une fois que le problème sera réglé,
Vous allez être surpris. Alors, merci professeur. Je vais terminer pour ne pas monopoliser la parole. Alors, nous estimons humblement, cher public, qu'il est important de penser, de refaire, ces programmes, même s'il faut commencer par l'Europe. Peut-être c'est très compliqué, mais s'il y a une possibilité là-bas, on pourra le faire. En Guadeloupe, on a refusé la création de l'école panafricaine. Au Canada, le gouvernement a refusé de financer une école africaine, mais au moins, c'est les promoteurs ont décidé de procéder par un financement interne et par un financement participatif. Et nous pensons que c'est aussi une certaine façon de canaliser la diaspora africaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Goulbina. Oui, merci de me donner la parole ainsi. Je voudrais rebondir sur ce que Mariam a commencé à développer tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est un énorme chantier. On se rend compte en fait que, par exemple, dans les réflexions ou les analyses sur la décolonisation à l'intérieur du continent africain, je préfère dire cela plutôt que de dire l'Afrique, donc à l'intérieur du continent africain, étant donné la diversité des situations, des droits aussi, selon les pays. Et je me dis que, en fait, très souvent, c'est quelque chose qui est considéré comme étant indépendant, et qui n'a rien à voir avec un travail de décolonisation. Parce que pour ma part, je ne pense pas à la décolonisation comme un processus, mais comme un travail, c'est-à-dire pratiquement au jour le jour, et non pas simplement dans des déclarations d'intention, parce qu'il y en a de tellement nombreuses que, évidemment, on sait ce qu'elles valent. Et donc, en fait, la question du patriarcat, c'est ce que je trouve qui est très compliqué, du point de vue des femmes, c'est le fait qu'il y a une double imposition, une double norme, c'est-à-dire une norme ancienne, dite traditionnelle, et puis une norme moderne qui a été tout aussi oppressive à l'égard des femmes. Et donc, quelquefois, qui a comment dirais-je, anéanti la relative indépendance que les femmes pouvaient avoir. Je pense par exemple, bon c'est très loin d'ici, mais ça m'est devenu proche, je pense par exemple à la façon dont les femmes kanak ont été traitées au moment de la colonisation française, et le fait qu'en fait elles ont perdu leur indépendance au moment de la colonisation. Et c'est la raison pour laquelle on peut parler de colonialité du genre, c'est-à-dire de formes coloniales du genre, qui sont des formes donc importées, alors qu'on a eu tendance, du point de vue européen, évidemment, à considérer que les femmes des pays africains et d'autres pays étaient en elles-mêmes, et par l'effet des sociétés dans lesquelles elles vivaient, arriérées, ce qui était la catégorie. Donc je trouve qu'il y a déjà quelque chose qui est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que les pays qui sont censés être les modèles sont des pays qui sont quand même problématiques à cet égard. Bon, le cas de la France est un cas que je connais bien, donc on peut en parler. Vote des femmes 1944 en droit, mais 1958 en fait, parce que ça excluait 1,5 million d'Algériennes, autrement dit 2 Françaises musulmanes, des opérations de vote. Donc on voit très bien qu'en fait il y a 2 problèmes à la place d'un. Et on ne sait pas comment certains voudraient bien faire le tri entre ce qui est importé et ce qui est originel, mais sauf que ce n'est pas possible. D'ailleurs, si je peux me permettre une référence philosophique, c'est bien ce que Rousseau avait montré lorsqu'il traitait de l'inégalité, en montrant qu'on ne pouvait pas faire la part des caractéristiques des individus selon qu'elles sont, dans le vocabulaire de l'époque, naturelles et sociales. Donc, bref, c'est enchevêtré, et cet enchevêtrement est une difficulté de plus. Et donc, effectivement, moi, ce qui me frappe, c'est dans le monde académique, en fait. Parce que le monde académique, c'est un monde qui, Mariam observe elle aussi, le monde académique, et pas seulement, bien entendu, dans les pays africains, mais dans d'autres pays, le monde académique, c'est un monde qui est très fortement masculinisé.
il est masculinisé de façon historique. Mais si on regarde, prenons le cas français, parce que on a tendance quelquefois à trouver que des pays sont plus évolués, pour reprendre ces vieilles catégories dans le temps, plus évolués que d'autres. Eh bien, quand on voit par exemple qui est directeur qui dirige une collection, qui dirige un département, qui fait quoi, etc. Eh bien, quand on regarde la division du travail, on se rend compte qu'on a de très très gros problèmes de répartition justement des rôles, des tâches et des places. Et donc là, on a une configuration qui en plus varie selon que les pays peuvent être par exemple des pays musulmans comme l'Algérie, où le code de la famille donne un statut mineur aux femmes. Donc c'est le cas au Maroc, c'est le cas en Tunisie, c'est le cas dans d'autres pays. C'est le cas certainement en Égypte, même si je ne connais pas la législation égyptienne, mais j'en suis à 99% sûre. Donc voilà, il y a des éléments qui vont venir aussi compliquer la chose. Et il ne me semble pas, hélas, si vous voulez, que ce soit quelque chose qui, dans l'agenda académique, apparaisse au premier plan, alors qu'il me semble qu'il y a un moment où il faudrait que ça apparaisse au premier plan, c'est-à-dire que ce prisme permette d'aborder un certain nombre de questions, mais non pas du point de vue, disons, hégémonique masculin. J'espère que je n'ai pas été trop longue, je vous remercie. Merci beaucoup. Le troisième orateur sollicité, c'est Mathias Eric Owanangeli. Je crois que les assises que nous tenons ici sont des assises décisives, sont des assises historiques. Nous devons faire extrêmement attention sur les orientations que nous allons dessiner, les orientations normatives, les orientations d'abord civilisationnelles, normatives, institutionnelles, stratégiques et autres. Ça veut dire que ces assises ne doivent être, je dis bien ne doivent pas, je suis normatif, le lieu d'organiser une vie africaine. Nous ne venons pas pour avoir une nouvelle occasion de diviser les Africains. Nous venons pour nous donner de nouvelles chances de nous refonder. Et bien entendu, nous refonder suppose que nous revenions à nos sources. Mais tout en sachant qu'il y a la flèche du temps. Il y a des choses irréversibles qui se sont passées. L'Afrique de demain ne sera pas l'Afrique d'aujourd'hui, ni l'Afrique d'hier. Cela pêche qu'elle puisse se fonder sur un certain nombre de principes et de valeurs qui lui viennent de son passé. Parce qu'il faut toujours regarder son passé avec hauteur et discernement. Nous sommes d'accord sur ce point. Par contre, nous devons éviter le divisionnisme aigu. Ce divisionnisme aigu est l'une des choses qui freine le mouvement de l'autonomisation de l'Afrique, qui consiste à dénigrer les combats qui ont été menés par les autres. Ce combat est un combat long. Et il a un espace régulateur, et cet espace régulateur, je suis désolé, c'est le panafricanisme. Le panafricanisme est à la fois l'horizon d'autonomisation de l'Afrique et l'horizon qui va permettre à l'Afrique de récupérer le leadership qui lui permettra de remettre le monde à sa place. Mais pas dans la logique du ressentiment, pas dans la logique de la vengeance, dans la logique de ce qu'a été notre tour civilisationnel Kemet, la logique de la hauteur. La logique de la hauteur. La hauteur, c'est le sens profond des principes, le sens profond des valeurs, le sens profond des règles, mais c'est toujours l'attention, l'ouverture, la nuance, la sagesse, la complexité. Nous ne pouvons pas ici venir trouver des prétextes pour créer des guerres de religion entre Africains. On a déjà assez de problèmes comme ça. S'il faut opposer
les afro-chrétiens, les afro-musulmans, les afro-traditionnels, est-ce qu'on peut s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Par contre, l'inspiration qui nous vient des afro-traditions est importante, mais pas dans la logique de la polémique, dans la logique de la reconstruction. J'aurais pu être plus long, mais je dis, au final, l'Afrique n'est pas le continent de la guerre des dieux. L'Afrique est le continent de la complémentarité, du circuit des dieux. C'est pour ça que Kemet a produit le plus haut niveau de spiritualité du monde. Dans la dialectique entre l'un et le multiple, Dieu est un et Dieu est multiple. Mais Dieu, c'est toujours Dieu. Je vous remercie. Voilà qui devrait réconcilier tous nos points de vue, mais la parole ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Qu'est-ce qu'en pense le professeur Amoua? Donnez-lui le micro. À la fois professeur majesté et conducteur de communauté. Vous avez la parole. Je voudrais vous remercier, monsieur le professeur. Peut-être pourrait-on s'interroger sur la même question sans peut-être bouger. Il me revient qu'il faut retenir que le spirituel précède le réel et que si le spirituel précède le réel, quelle est notre dose de spiritualité pour aller à cette rencontre et à cette rencontre plurielle. Je voudrais donc sur nombre de points, nous inviter à continuellement aller vers cette grande interrogation qui pourrait éventuellement nous réconcilier. Nous réconcilier avec nous-mêmes, mais nous réconcilier également avec nos institutions. Quelle institution de la République pour quel développement africain? Pour quelle logique de marche vers un panafricanisme dynamique, cohérent et constructeur? C'est peut-être le lieu de voir à travers tous nos travaux la possibilité de constituer, quelqu'un l'a employé fort heureusement, ce gouvernement intellectuel. Ce gouvernement intellectuel qui viendrait en renfort à nos structures régionales, qui s'érige parfois en médiateur ou médiatrice, sans toujours, je ne dirais pas avoir les compétences, mais sans toujours prendre le temps de faire des analyses scientifiques et qui nous permettent d'aller plus loin. Et sur cette base, je voudrais conclure pour dire que s'il y a une Assemblée nationale et s'il y a un Sénat, peut-être faudrait-il qu'il y ait une chambre panafricaine des rois et chefs traditionnels. Et s'il y a une chambre des rois et chefs traditionnels, peut-être faudrait-il avoir une chambre des guides spirituels et des leaders religieux, même dans un État laïque, pour aller vers des chambres de consultation et de concertation. Puissions-nous révolutionner nos façons d'être et nos façons de voir, et certainement ce voyage que vous nous amenez à effectuer sera un beau voyage, et comme Élise, heureux qui comme Élise a fait un beau voyage. Je voudrais vous remercier. Mais Ulysse n'est heureux que de retour. Ben là, je parlerai plutôt, la grande question est de savoir s'il faut parler de retour ou de recours. Il me semble plus dynamique, non plus de parler d'un retour, par exemple, de la diaspora qui viendrait s'installer ici, mais peut-être d'un recours aux sources. Ce qui m'amène dans mes travaux, à lancer le mouvement de Come Back to the Native Village. Non pas pour aller nous installer dans les villages, pour être traversés par les villages, mais pour avoir recours à nos valeurs et aller traverser les villages pour aller vers une Afrique nouvelle. Voilà qui nous permet de retomber sur nos pieds. Bien.
Alors, je continue cet exercice extrêmement excitant d'autorité. D'autorité. Je vais solliciter Ngalbay. L'Otouéré. Qu'est-ce que l'Otouéré d'abord en une minute, et puis l'Otouéré permet-il de s'adresser ou de poser, de problématiser sur ces questions transversales? Merci, Monsieur le Président. D'abord répondre à votre question, ensuite revenir à la raison pour laquelle j'avais sollicité intervenir. Otouéré, c'est une judicature traditionnelle, comme on en trouve partout, qui a à la base un code épistémo-éthique. C'est-à-dire il y a un volet épistémique où on retrouve un ensemble de réponses aux questions que l'homme peut se poser. Il y a un volet éthique qui condense les valeurs qui sont attendues et entendues dans la société. Mais il y a le trait d'union là, qui exige que les hommes de ce milieu soient des hommes d'honneur, de dignité. C'est-à-dire, par exemple, qui, quand ils ont donné leur parole, ils y tiennent. Et généralement, ils sont un peu raides. Comme ça, ils ne savent pas faire les contours avec les valeurs. C'est donc une judicature qui préfère la paix par la guerre des arguments plutôt que la guerre des armes. Les deux valeurs principales sont vérité et justice. Donc, c'est pour résumer, pour le reste, il y a le livre. La raison pour laquelle j'avais demandé la parole, c'était pour me dire ma joie pour ce qui se fait, mais aussi rappeler l'attente qui a été présentée hier, à savoir que le colloque va se clôturer demain. Chacun va repartir d'où il est venu. Mais l'inquiétude a été formulée de dire qu'une fois que nous serons séparés, on oubliera, comme le professeur Obenga a dit hier, qu'il avait été, dans le cadre de l'activité qu'ils avaient eue à Dakar, désigné secrétaire général du rapporteur général, mais après il ne sait plus ce qui s'est passé. Donc pour que nous aussi nous ne retrouvions pas dans cette situation d'oublier ces bonnes et belles choses que nous nous sommes dites ici, et c'est pour ça que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure dans la journée. Pour qu'il y ait des traces, aussi bien pour que la science soit au service du bon gouvernement, comme le professeur Binam a dit hier, que pour que des choses comme l'école qu'il va falloir créer pour nos enfants de la diaspora, pour qu'il y ait de la matière, des supports, parce qu'aujourd'hui on n'apprend plus en dehors du texte écrit, même quand nous sortons d'une civilisation en contexte d'oralité. Pour trouver ces supports-là, je fais le témoignage que, avant de venir ici brièvement, c'était au mois d'août, avec le collègue qui est assis, nous avons au Congo coordonné 2 études sur la condition de la femme. Une précisément sur l'émancipation, une autre sur la participation de la femme à la vie politique. Et ça a été l'occasion pour nous d'expérimenter la méthode épistémo-éthique que j'ai présentée tout à l'heure. Alors nous avons fait des découvertes inattendues qui m'amènent à dire que quand nous sommes sur ces questions-là, ce n'est pas bon d'en parler avec des mots accusateurs, et là je suis d'accord avec le professeur Ouna. Il faut en parler de façon neutre, c'est-à-dire poser le problème, comme on fait en recherche, la sérénité. On pose le problème, au début, on ne sait pas ce qu'on trouvera comme réponse. C'est après la recherche qu'on sait si on a trouvé ce qu'on cherchait ou si on a trouvé autre chose que ce qu'on a cherché. Pour le cas d'espèce, nous avons fait des découvertes inattendues à travers les entretiens. Au Congo, il y a 12 départements. Nous avons fait, on parle de 2 villes, nous avons fait 9 départements sur 10. Et nous avons découvert que les gardiens des traditions qui cristallisent ce que nous pouvons appeler comme les brimades faites aux femmes du fait des traditions, ces gardiens-là sont précisément les femmes. C'est curieux. Quand on parle en Afrique de l'Ouest des exciseuses, quand on parle dans ce cas-là des maltraitances faites aux femmes, aux veuves, notamment aux orphelins, dans le cadre des règlements d'héritage où une veuve a déjà perdu son mari, et puis bon, la famille, mais ce sont les femmes qui entretiennent ça. Quand on coupe les cheveux de la veuve, ce n'est pas les hommes qui font, ce sont les femmes qui font.
Et donc, la suggestion que je fais, c'est qu'au sortir de ce colloque, nous fassions quelque chose par secteur comme un répertoire des thèmes qui vont devoir être étudiés épistémo-éthiquement pour que nous sachions sur un problème donné, comme celui-là, la condition de la femme, comment la femme avait été gérée en termes de statut et de rôle dans la société, dans la période antécoloniale. Comment on l'avait gérée sous la colonisation, comment on la gère aujourd'hui. Lorsqu'on sait et on voit cette traçabilité, alors en termes de sciences mises au service du bon gouvernement, on va voir des perspectives, d'une part, épistémiques, qui vont intégrer les programmes scolaires et universitaires parce que les études seront documentées. Ça va aller dans les écoles, après une dizaine d'années, on aura une génération formée autrement. Il y aura des perspectives d'ordre éthique dans les valeurs retenues, parce que consacrées historiquement, vont intégrer, alimenter le vivre ensemble. Mais il y aura aussi des perspectives juridiques qui vont amener les différents États, les différents organismes à prendre les textes qui conviennent pour structurer les choses. Ce n'est que comme ça qu'on aura de la matière traçable et qui nous permettra de nous mettre en discipline nous-mêmes. Sinon, encore une fois, on va en parler ici et puis on reviendra dans 10 ans, on se demandera ce qu'on s'était dit 10 ans plus tôt. Quand j'ai dit ça, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. On est dans la construction par déconstruction et projection. Alors, oui, je voulais donner la parole à Ali ou Mohamedou qui la demande avant tout. Le droit d'aînesse m'impose de vous faire attendre. Voilà, donc merci bien Charles. À chaque fois que j'interviens, c'est déjà allumé? Oui, c'est bon. Donc, quand j'interviens à chaque fois ici, c'est avec beaucoup d'émotion. Maintenant, je ferai comme un numéro d'ancien de l'université de Yaoundé qui est parti à Paris, qui a fait sa carrière de professeur des universités là-bas en tant que spécialiste de linguistique. Je ne ferai pas ce numéro. Donc, j'ai craint que mon intervention, enfin, je voudrais en d'autres termes venir positivement. Donc, j'ai des doutes. Donc, les doutes, c'est constructif. Donc, je me demande, je pose des questions. Y a-t-il une pensée africaine? Sommes-nous autorisés à parler de pensée africaine? Évidemment, si je pose la question, c'est que quelque part, j'ai aussi un peu de réponse. Donc, bon, d'un autre côté, ce que je crains et que j'ai observé, c'est qu'à partir d'un certain âge, on a vu un certain nombre de choses. J'ai en écho les grands débats qu'on avait en 1971, 12, 13, et quand j'étais à l'université de Yaoundé. C'était l'université de Yaoundé, il n'y avait ni un ni deux. Voilà, donc c'est vrai que ce que nous faisons nous amène toujours à la même chose de tout le temps. Il y a l'Europe qui nous a définis et nous nous définissons en opposition à l'Europe. On a fait la négritude, les négreries, comme disait à l'époque, voilà, Basile Fouda. Donc, voilà, la question est la suivante. Je ne vais pas refaire des conférences dans une conférence. D'un, y a-t-il, bon, plutôt, moi, je regarde, si nous regardons l'Europe, on ne peut pas parler de Conseil européen, franchement parlant. Il y a des courants de pensée, il y a des idéologies. Et ce sont ces idéologies-là qui ont construit ce monde dans lequel nous sommes. Maintenant, les États africains existent. Les cultures africaines ont existé, existent et continueront d'exister. Voilà. Donc, toutes les questions que nous aurons ici, moi je la poserai plutôt en termes, comment dire,
de complémentarité, le mot a été prononcé, de complexité. Si nous regardons du point de vue spirituel, du point de vue ceci, du point de vue cela, nous sommes multiples. Il n'y a pas une région d'Afrique, il n'y a pas l'Africain. Il n'y a pas l'Africain. Il y a des Africains qui sont positionnés, définis, nous devons nous recentrer. Donc je vois que, voilà, moi ce serait mon point de vue. Mais bon, mon autre inquiétude, je suis donc professeur de linguistique. S'il y a la culture africaine, s'il y a la pensée africaine, on nous a appris en philosophie, en classe de terminale, que la pensée se fait par le langage et ainsi de suite. Il y a des philosophes ici. Donc, peut-on avoir la pensée africaine en dehors des langues africaines? Quelle est, donc, c'est posé, ça fait partie du thème du colloque. Mais la place réservée aux langues doit être centrale. Notre problème, nous, de la diaspora. Bon, je suis désolé de le dire comme ça, mais enfin, je ne pourrais pas. Donc, le problème de ceux qui sont à l'extérieur, voilà, et celui-là. Comment transmettre? Et ce problème se pose aussi dans les espaces urbains ici. On voit des gens, des Camerounais, nés ici, avec des langues camerounaises, toutes les richesses qu'ils ont reçues, tout ce qu'ils nous ont fait et qui sont incapables de transmettre. Voilà, donc ce sont ces inquiétudes-là que je voulais partager avec vous et en même temps vous poser ces questions. Merci, merci Mohamed. Je doute, vous l'avez dit, non? Oui, c'est bon. Donc je suis. Donc je suis ce qui me fait douter. Je le nettoie. Je passe une éponge là-dessus. Oui, le doute est toujours bon. Le doute est sale. Je m'oppose à la philosophie de Descartes. Ah oui, bon. Ah oui, non, le doute n'est pas forcément bon. Non? Bon, on va discuter entre nous. C'est pas dans ce sens. Non, l'interrogation est première. Très bien, on a bien compris. Avec des questions. On a bien compris, vous soulevez des questions extrêmement sensibles et profondes, mais qui ont des réponses, je pense, si on veut s'y pencher sérieusement. La question des Afriques, ou de l'Afrique, ou des Africains, ou de l'Africain, c'est une vaste question dont la réponse est toute simple. Je sais que le professeur Obenga nous donnera la réponse tantôt, quand nous aurons fait le tour. Alors, jeune homme, vous avez la parole. Oui. Voilà, je vais réagir par rapport à la question des transitions intergénérationnelles. Et ça rejoint ce que le professeur disait là, la question de la transmission des connaissances. Alors, il y a environ 5 ans, je lis un texte pris sur Internet qui est retiré d'une déclaration d'un explorateur anglais au nom de Lord Macaulay, qui fait un discours de restitution au Parlement britannique en 1854. Il dit « J'ai voyagé à travers l'Afrique, je n'ai vu ni de mendiants ni de voleurs. J'ai vu des personnes avec de grandes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ces territoires si nous ne détruisons leur socle de base qui est la spiritualité et l'éducation. À cet effet, je propose que nous détruisons leur système éducatif et qu'on leur fait croire que tout ce qui vient de l'extérieur, en l'occurrence donc de la Britannique, est mieux que ce qu'ils ont. Ainsi donc, ils abandonneront toutes les richesses qu'ils ont sur leur territoire et s'allieront à ce que nous leur proposons pour devenir une véritable nation dominée. Voilà ce que disait l'explorateur anglais en question au Parlement britannique en 1854. Dans ces différents éléments qui ont été imposés à nous, entre autres l'école occidentale dont nous avons crié dessus depuis le début de ce colloque, nous disons face à cela, la solution, elle est à nous. Alors un jour, je faisais une analyse. Je suis agronome. J'ai fréquenté au Nord Cameroun
Et je me suis rendu compte que lorsque les premières pluies tombaient, il fallait qu'on arrête tout pour pouvoir planter du mil, planter des cultures vivrières, parce que juste après 3 mois, les pluies vont cesser. Mais vous allez voir que dans cette même région, le programme éducatif national fait à ce que pendant cette période de retour des pluies, les enfants sont encore en train d'aller à l'école. Ce qui fait que les parents ont des fois une véritable difficulté à conduire les travaux champêtres. Vous allez dans la région de l'Est, dans des territoires où les gens vivent beaucoup de la cueillette et du ramassage de certains produits de la forêt. Pendant le retour des classes au mois de septembre, c'est la saison de floraison de certains arbres en forêt qui donnent des chenilles que les communautés doivent collecter pour manger. Pendant cette période-là, les populations rentrent dans les forêts pour collecter les chenilles et des fois quand ils reviennent, que les inscriptions sont déjà passées, ils ne parviennent plus à s'inscrire à l'école. Il y a donc un sérieux problème d'adaptation de l'école à nos réalités. Et je pense que si nous voulons arriver à la question de la transition intergénérationnelle des savoirs, il faut véritablement qu'on cesse avec ce modèle qui est imposé aux communautés et que les gouvernements en place accompagnent les communautés locales à travers l'autorité traditionnelle compétente, c'est-à-dire les chefferies, à reconstituer une école qui est propre à la réalité de la communauté en question. On ne peut pas soumettre un enfant mousgoul qui vit d'une activité qui est complètement différente de celle d'un enfant de Krimi à un même système éducatif. Ça ne tient pas la route parce qu'ils ne sont pas dans le même environnement, ils ne font pas face aux mêmes problèmes, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ça, c'est la première des choses. Merci beaucoup, c'est très bien. Merci. Merci beaucoup. Alors, il est 21h40. Eh bien oui, c'était la palabre vespérale. Et j'ai bien dit c'était. Je vais donner la parole maintenant à nos panélistes pour qu'ils réagissent eux aussi en 1 minute chacune, ou chacun. Mariam, tu as une lettre. Oui, donc voilà. Je vais avoir 2 parce que j'ai une lettre. Non, je pense que... Non, ce qui s'est dit dans la salle est hyper intéressant et me questionne. Mais c'est des questions qui nous reviennent. Moi, si je prends ma casquette là, au Conesia, nous disons, nous sommes une communauté de chercheurs, nous ne sommes pas une communauté d'humanistes. Je pense que il est bon que nous sachions qu'il y a des Afriques. Il y a des Africains. Et justement, c'est parce qu'il y a des Africains que les Africaines, même si elles se reconnaissent comme Africains, disent aussi qu'elles sont une communauté dans la communauté. Mais je crois que, définitivement, il est important que les Africains, tous les segments d'Afrique s'entendent qu'il nous faut bâtir une perspective commune qui traverse et transcende nos diversités revendiquées. Si je ramène ça à la simple question du genre, la communauté des chercheuses ou chercheurs d'Afrique n'est pas non plus une communauté d'humanistes. Nous avons discuté, il y a 50 000 courants. Mais ce qui est aujourd'hui important, c'est que ce que les femmes d'Afrique ont amené dans le débat sur le féminisme et les questions de genre, c'est la question de l'empowerment. Nous avons dit que pour nous, les femmes d'Afrique, il n'est pas question de dire que c'est la domination patriarcale qui est notre seul sujet. Nous ne le nions pas. Mais l'impérialisme est là. Il y a une domination de classe au sein de nos sociétés. Il y a une domination impérialiste qui fait que l'Africain, la femme africaine, le sous-développé de façon générale, ont quelque chose qui les unit, c'est qu'ils ont été définis de l'extérieur et qu'on a tenté de leur donner une étiquette identitaire qui n'a aucune chose que pour légitimer leur différence et leur marginalisation. Donc ça, c'est clair. Mais
crois que retrouver les spiritualités ancestrales en Afrique, c'est reféminiser l'espace spirituel d'Afrique. Mon compatriote sénégalais et ivoirien, mes deux compatriotes là, qui sont de l'Ouest, savent que si nous revenons à nos cosmogonie, Mangarela, les génies protecteurs à qui nous confions notre destinée et qui nous permettent de dormir, c'est des femmes. Mami Wata, Mambiara, il y a des Noktaou, mais je crois que nos espaces même, cosmogoniques et spirituels, sont des espaces féminins. Je ne vous parlerai pas de la charte du Mandé, je vous dirai simplement qu'il n'y a pas ici une opposition entre monothéistes et animistes. En tout cas, là-bas, moi, ma mère, elle est musulmane officiellement, elle est tigani même, c'est-à-dire un musulman très radical, mais dès qu'elle a ses problèmes, elle repart voir son baobab qui est là-bas à Gat pour discuter avec Sidoné, qui est son génie protecteur. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. So, Anita, have you something to add to what you said before? After all this, yes. I just want to talk about balance and energy. On yesterday, I called forth the gods of the land, Cameroon, Angola, and the Congo. That was female energy. And today, the ambassador called forth the gods and had us verify that they had appeared. And that was male energy. So for this conference, both the male and the female energies have come forth to demonstrate balance. Nature teaches us that there's male and female energies. The sun is male energy. The moon is female energy. And each one has its own power. Each one has its own place. And each one works in synchronization with the other. When the sun is shining, the moon is put away. And likewise, when the moon lights up the night, the sun is not to be found. So, in going forth in the new African thought, that male and female energy must be in balance. The roles must be complementary to each other. One is not greater than the other. They simply serve different purposes. So, as we go forth into the new African thought, agreeing with Mariama, that female energy has to be present. It has to be equal to the male, in that our families teach us that it is the mother that is the first one to transmit the culture to the children. And also it's taught in our families that it is the male that gives the instruction for the woman to teach to the children. Thank you. Thank you, Anita. And now, Sarah, is it prêt? Alors moi, je vais être vraiment très synthétique, parce que je pense que finalement, l'ensemble des débats que nous avons eu ensemble ce soir, la transversalité des thématiques, moi, je la résumerai finalement en quelques mots.
Je parlais de complémentarité tout à l'heure. Et la question qui se pose aussi, c'est justement celle des défis, non seulement de la nouvelle pensée africaine, mais justement de son inscription dans le temps, et justement que les débats ne se répètent pas. Moi je dirais qu'effectivement, la complémentarité, qu'est-ce que ça veut dire entre le visible et l'invisible, entre les femmes, etc. La spiritualité, c'est simplement, enfin c'est pas simplement, c'est le plus difficile à faire, mais à mon avis le plus pérenne, c'est de dégager un consensus à partir des dissensus. Merci beaucoup. Voilà ce qui nous relance et qui va permettre qu'on atterrisse par là. Jean-Emmanuel Pondy, 1 minute et nous revenons avant la conclusion. Merci, monsieur le modérateur. Vous avez posé une question tout à l'heure assez provocatrice, comme d'habitude, je devrais dire. Le noir a-t-il une âme ou même un cerveau? Je crois que tout ça, c'est la même chose. Alors, si je sortais de la salle sans aborder cette question rapidement, vraiment, je me sentirais un peu mal à l'aise. Cette question a été posée il y a 92 ans, dans un lieu qui s'appelle Boston, aux États-Unis, dans une équipe qui s'appelle les Celtics. Quand il a fallu embaucher un monsieur qui s'appelait Wilt Chamberlain, 2,05 m. La question était de savoir, est-ce que, oui ou non, ce monsieur est capable de comprendre les combinaisons de basketball données par son entraîneur. Nous voyons nous-mêmes que c'était quelque chose de très important. Et chaque fois qu'il touchait la balle, il était tué. Mais après 2 ou 3 matchs, on a bien dû se résoudre au fait que c'était un grand champion. 92 ans plus tard, monsieur le modérateur, si on veut faire une équipe de basketball nationale aux États-Unis, la question sera de savoir qui d'autre on va prendre pour un peu saupoudrer l'équipe, pour qu'elle ait quand même une apparence un tout petit peu nationale. Mais non pas si quelqu'un qui a la peau noire peut comprendre la combinaison de basketball. Donc je pense que la réponse a été donnée et ça montre que tout ceci est stupide. Ces questions sur est-ce que quelqu'un qui a tel genre de peau, a tel... La science a montré qu'il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Point. Et nous allons tenir à cela. Merci. Professeur Obenga, l'Afrique sollicite votre parole. Une parole transversale, une parole transcendante. J'ai de peine à comprendre. Merci. Je crois que rapidement, quelques remarques en passant, c'était très riche, très enrichissant. Et on remercie tous les camarades, tous les collègues qui ont participé au panel puis aux questions. Très rapidement, en français, il y a le mot homme qui s'oppose à femme. Donc, en réalité, le mot homme, venant de homo, va être à la fois traduit comme un être humain, qui peut être à la fois mâle, donc il est vir en latin, et peut être femelle, donc il est féminin. Et on a retenu, de la femme maintenant, la France, enfin l'Occident, a évacué l'aspect humain de la femme pour retenir l'aspect femelle de la femme, de l'être humain. Voilà pourquoi il y a ce débat entre l'homme et la femme. Mais ailleurs, il n'y a pas ce débat. En égyptien, il n'y a pas ce débat. Parce que le mot homme égyptien, ou masculin, c'est sa, S-A. Et le mot féminin, pour femme, donc l'homme féminin, c'est le même mot sa, mais avec la marque grammaticale du féminin, qui est le T, donc je dis sa. C'est exactement le même mot. Donc l'égyptien dit, dans son concept, il n'a pas femme
homme opposé à la femme. Ça n'existe pas. Il ne peut pas concevoir ça. Il conçoit un être humain à égalité, qui est vive et qui est féminin. C'est-à-dire qu'il y a ça ou ça. Et tous les deux sont homo, c'est-à-dire sont des remèches, c'est-à-dire des romis, c'est-à-dire le mot humain. Bon, l'être humain est deux. L'être humain est ça, l'être humain est ça. C'est-à-dire le romi est ça quand il est masculin et le romi est ça quand il est femelle. Donc il n'y a pas d'opposition originelle entre hommes et femmes, femelles, etc. Or l'Occident semble faire croire que c'est, il n'y a pas de communauté d'origine. C'est né femme, c'est né homme. C'est l'opposition éternelle. Alors qu'ailleurs, c'est l'homme et la femme, l'homme masculin, l'homme féminin, descendent du l'homme, de l'être humain. Voilà les débats qu'après nous avons dans le sémantique. D'autre part, rapidement également, si c'est ça que nous sommes, si nous sommes tous des êtres humains à égalité, et anatomiquement je suis mâle, anatomiquement vous êtes femelle, mais on est tous des êtres humains à égalité. Dès la création de l'Égypte antique, vers 3350, une femme est déjà pharaon. C'est la reine mère Néite, c'est-à-dire la bien-aimée de la déesse Néite. Elle est déjà pharaon et c'est la maman du roi Den, le fameux pharaon de la première dynastie. Donc il est pharaon, mais un pharaon, tu peux dire roi, ma reine, quelle est la différence? On est des êtres humains. Tu peux commander si tu en as les capacités, et moi je peux commander si c'est le rituel national à faire. Il n'y a pas de débat entre sexes. De gens, il n'y en a pas. Ensuite, celui qui a construit la grande pyramide de Khufu qu'on connaît, qu'on appelle Khéops, en réalité, ça veut dire Khufu, quoi. Ça veut dire que Dieu me protège. Ça veut dire ça en réalité, son nom. Mais sa fille est prêtresse. Elle s'appelle le Bel Orient en égyptien. L'effet Yabet, le Bel Orient. C'est-à-dire le Bel Orient. Là où le soleil se lève. Elle est beauté comme le soleil. Mais elle était reine. Il y a comme son frère, comme les autres qui étaient dans la cité communautaire. Il n'y avait aucune différence. Et si elle a les capacités, elle, et même un nain, ce que vous appelez pygmée, peut marier une princesse dans l'Égypte antique. Il n'y avait pas ce genre de différence, nain, petit, grand, non. Ici, il y a l'amour entre les deux. Elle est princesse. Bon, l'autre est nain, métallurgie, chante bien. Il a fait son mari, il n'y a pas de problème. Bon. Et même, l'idée c'était la beauté dans l'Égypte antique. Quel est le pays dans l'Antiquité, même aujourd'hui, qui peut battre l'Égyptien pour les bijouteries, pour la bijouterie? Regardez les livres, il n'y a pas d'équivalent. Il y a des bijoux en or, en argent, des bijoux dans toutes les pierres précieuses, toutes ces précieuses. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'étudier, et surtout les dames, étudier la bijouterie dans l'Égypte antique, c'est incroyable. Bon, mieux dans l'Égypte, vous dites de Dieu, la spiritualité, mais quel est le principe de votre spiritualité? Vous ne pouvez pas faire la spiritualité en l'air comme ça. Il faut un principe. Ailleurs, c'est Allah, c'est Dieu, c'est ceci, etc. Il faut un principe, un concept qui amène tout. En Égypte, c'était la Maat. Et la Maat, c'était son incarnation physique, c'était une femme. La Maat est la fille de Ra, le Dieu créateur. Donc, c'est la Maat qui représente l'ordre, la vérité et la justice dans la société. Donc le devoir du pharaon, il est roi, mais roi pour faire quoi? Son rôle était de faire l'ordre spirituel divin au ciel, d'essayer d'appliquer ça sur terre. C'était ça le but. Donc en gérant le pays, je dois amener l'ordre spirituel sur terre. C'est ça le but du pharaon. Voilà pourquoi tous les jours, sans exception jusqu'à sa mort, quand il est pharaon, tous les jours, à 6 heures du matin, il doit se rendre au temple, obligatoirement, tous les jours. Et il se baigne dans le lac sacré, on l'habille, on donne des huiles sacrées, il rentre tout seul au temple. Jusqu'à aller, on les conduit encore, le grand-père le conduit, jusqu'au grand temple, mais arrivé à l'endroit sacré, là, il y a la pierre noire, il est tout seul dedans, il discute avec le Dieu, puis il sort par une porte derrière, on le recueille là-bas. Tous les jours, il doit aller au temple.
tous les jours, il doit être en contact avec le spirituel, lui le dirigeant du pays, obligatoire. Et son devoir, c'est d'appliquer la marque. Un jour, un président était brutalisé par un haut fonctionnaire de l'État. Le président dit, mais toi, tu es malade, tu brutalises les gens. C'est quoi ça? Il dit, toi, tu es un vaurien, toi, tu n'as rien à dire. Moi, je prends le pharaon. Il dit, quel pharaon? C'est pharaon te dit de faire des choses comme ça. Il dit, bon, allez, moi, je veux pas le pharaon. Il a dit, toi, un imbécile, comme tu vas pas le roi, le pharaon. Et le pharaon, avec sa police, a entendu. Il a entendu ce bruit-là. Il a dit, bon, faites-moi venir quand même le monsieur, puis vous, le fonctionnaire. Il a dit, bon, fonctionnaire, racontez-moi l'histoire. Il a raconté, voilà, c'est un paysan, il veut ceci, il ne veut pas donner des sacs de riz ou des choses comme ça, etc. Et le paysan dit, ce type-là, c'est un bandit. Hein? Il vous représente soi-disant, voilà ce qu'il m'a fait, c'est ma brutalité, c'est un bandit, etc. Et qu'est-ce qu'il a dit le pharaon? Il dit, bon, le paysan, il a raison, le pharaon, le paysan, il faut rendre la justice, même s'il est un vaurien, il est injuste. Il a condamné le haut fonctionnaire. Le pharaon avait plusieurs dames, et l'une d'elles voulait placer son fils pharaon. Donc il a corrompu quelques hauts fonctionnaires, et finalement c'est venu à l'oreille de pharaon. Et les conseillers qui ont été dans le complot se sont fait ceci comme ça. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est une affaire de justice. Moi je suis pharaon, mais je ne suis pas la justice. Allez aux tribunaux nationaux, ils vont juger, ils vont vous condamner, etc. Ce n'est pas à moi de rendre justice. Ce n'est pas à moi, pharaon. Il ne rend pas justice, il y a la justice. La marque doit être rendue correctement. Donc toute la vie c'était la marque. Une femme pouvait être pharaon, à Tchepsout était pharaon avec tous les pouvoirs. Il commandait le pays comme un homme parfaitement. Et mieux, en tant que femme, elle faisait elle-même ses parfums et ses lotions, les lotus, les femmes, dans son palais. Ce n'est pas de l'invention, les textes authentiques existent en égyptien et ancien, existent, qu'elle fabriquait elle-même ses beaux fards, son parfum avec des lotus dans son palais. Il n'y avait pas de... Elle dominait, elle commandait des architectes, les grands prêtres étaient prêts. Maintenant, quand on dit Akhenaton était disons, hérétique, mais comprenons bien, la divinité en Égypte est solaire, qu'elle soit Ra ou Amon-Ra ou Aton, c'est toujours envoyé au solaire. Donc il n'a pas changé la substance solaire de la divinité en Égypte. Deuxièmement, sa mère, qui s'appelle la reine Ti, avait une bibliothèque privée. C'est noir et blanc, c'est bien identifié, il avait sa bibliothèque. C'était une femme fort cultivée, belle et noire charbon. Noir charbon, on a trouvé ses statuettes, ses effigies, tout ça. Avec de grosses lettres extraordinaires, extrêmement belles. Mais c'est Akhenaton à son oncle. Son nom s'appelle Anan Kofi, pas Kofi, mais Anan, comme Anan Kofi. C'est son oncle, qui était grand prêtre à Léopolis, donc au temple de Ra. Donc, comment veux-tu? Il est le fils de Pharaon, Amenephis III, Thutmose III, il était aussi un Thutmose lui-même, 4. Mais il avait un frère qui était mort avant lui. Voilà pourquoi il est devenu 4. En fait, il y avait un frère qui était mort avant lui, Akhenaton. Et sa mère, Eti, son oncle, est prêtre de la théologie, commandant le temple de Léopolis, à Gizeh. Et puis il est souverain pontife, il a été investi sur le rituel du pays. Comment concevoir que lui est hérétique? Du coup, toute la chrétienté, tout le pays est hérétique en même temps. C'est les gens veulent toujours comparer avec l'Occident. Voilà pourquoi pour terminer, on revient à Cheikh Anta Diop. Il faut distinguer, pour bien faire les analyses, de distinguer deux berceaux au moins. Le berceau septentrional, c'est-à-dire la Grèce, Rome, l'Occident, et le berceau méridional, l'Égypte et le reste de l'Afrique noire. Mais nous sommes plus éduqués dans le berceau septentrional. On analyse selon leurs concepts, on fait tout selon leurs concepts, on compare leurs concepts, on est éduqué, c'est aussi normal, c'est aussi... Donc on a double effort à faire, connaître bien cette éducation occidentale et en même temps connaître bien notre propre héritage culturel. C'est ça la difficulté. On a ça. Les autres, les Chinois par exemple, n'ont pas de difficulté. Ils ne connaissent que la Chine. Les autres là, ils prennent ça comme curiosité, ils s'ouvrent à ça, ils n'étaient pas dominés.
Ils ne réfléchissaient pas sur ça. Ils réfléchissent sur leur propre paradigme, c'est ça. Nous, c'est difficile. Il faut féliciter les Africains. Ils font les efforts pour essayer de rompre avec ça. C'est pas facile. Parce que dès l'enfance, on est presque le biberon. Depuis longtemps, depuis 30 ans, 50 ans, on enseigne là-bas, on parle comment c'est ça, la normalité. En fait, non. Pour finir un exemple, en égyptien ancien, il y a le mot Néfer, qui est un Néfertiti. Et ça dit la paix nous est arrivée, Néfertiti. Et le mot Néfer, en égyptien ancien, si je le traduis bien en français, c'est bon, beau et parfait. Il faut que j'emploie les trois mots. Il s'agit c'est beau, c'est bon moralement et parfait divinement et c'est beau physiquement. Mais si je traduis ça en grec il y en a pas. Il n'y a pas un seul mot qui peut faire les trois. J'ai le mot kalos, kalé c'est mieux kalon, neutre, kalos, veut dire simplement beau. Et si bien que l'éducation grecque, pour faire le beau et le bien, enseigner le beau. La gymnastique enseigne aussi le bien moral. Ils ont dû créer notre deuxième mot, ça s'appelle kalos kai agatos, kalos kakatos. C'est beau et bien. Il faut deux mots pour comprendre. Et l'Égyptien prend un seul mot. Alors si vous raisonnez dans l'éducation, dans ce système-là, on aura des difficultés, des débats inutiles. Faut-il enseigner les ancêtres? Faut-il ne pas enseigner les ancêtres? Faut-il enseigner la morale, l'éthique? Faut-il pas enseigner l'éthique? On raisonne comme eux. Si on veut raisonner comme les Africains, on a plein de seul mot, c'est Néfer. Ça inclut, ça doit être beau, ça doit être bon, l'éthique doit être là, ça doit être parfait, le divin, le spirituel est là. C'est comme ça. Si bien quand on dit une femme est Néférée, ou nos frères et les pères en Égypte, ça accomplit tout ça. Elle a la vertu, elle a la beauté, elle a aussi le charisme divin. C'est ça qu'il faut entendre. Et le culture, comme tout à l'heure, on a dit un ami, c'est ça. Ils ont atteint le plus haut degré de la spiritualité l'Égypte. Ils ont vécu ça 35 siècles. 35 siècles. Or de Clovis à Macron, il y a combien de siècles? Merci beaucoup. Et selon la conclusion de cette palabre scientifique vespérale, je crois que c'est la dernière vespérale que nous aurons eue. C'est terminé. C'est la dernière palabre vespérale. Nous en aurons une demain, mais ce sera la palabre scientifique terminale. Et elle se tiendra dans la journée. Alors, la journée de demain s'annonce extrêmement exigeante, je vais dire. Elle s'annonce exigeante parce que nous aurons dans cette salle, à partir de 8h30, une session sur la nouvelle pensée africaine de la puissance symbiotique, pour repenser stratégiquement le rapport de l'Afrique à la puissance, au temps et à l'environnement. Voyez, on est dans les grands débats et la place de l'Afrique là-dedans, c'est elle qui sera interrogée demain à travers cinq communications et elle sera animé, modéré par Céloirius Bolbina. Et après cela, nous aurons une palabre scientifique à 10h30, si nous tenons l'heure. Palabre scientifique sur le thème « Penser et agir la puissance africaine ». Penser et agir la puissance africaine. Vous voyez que nous sommes partis de la transversalité vers une... Nous élevons, nous montons en puissance. Et après cela, on devrait avoir une présentation du rapport succinct que nous aurons préparé les rapporteurs sous l'autorité du rapporteur général. Je rappelle que c'est le professeur Lukusi Bouyamba, assisté de Madame Annalisa Santana, qui se font le rapport général de la conférence. Et en principe, donc, si tout va bien,
La clôture officielle, solennelle, se fera dans l'après-midi. Dans l'après-midi, ici. Et j'espère que nous serons en mesure d'accueillir le Premier ministre à l'heure qu'il nous a fixée, et qu'il sera annoncé lors de cette séance de la matinée. Et enfin, demain soir, ceux qui pensent pouvoir tenir avoir encore un peu d'énergie, pourront se détendre autour d'un gala africain, soirée africaine, je ne sais plus comment ils appellent ça, soirée africaine ou gala africain de clôture. Donc voilà ce qui nous attend demain. Je voudrais vous prier d'être indulgents sur la gestion du temps aujourd'hui. Mais vous avez vu, même la matière et l'étendue des attentes qui ne peuvent pas toutes être comblées. Donc tout de même, essayons de commencer un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Je crois que si nous commençons tôt, nous pourrions tenir également notre journée et avec satisfaction. Je voudrais, pour terminer, solliciter votre engagement final. Beaucoup ont formulé des résolutions, souhaité présenter des résolutions, des recommandations. Nous ne les avons pas forcément toutes notées. Ils sont les mieux placés pour nous les reformuler et les remettre à la première heure demain, au moment où nous commençons la session matinale, au rapporteur ou à quelqu'un qui sera désigné pour recueillir tout cela afin que les rapporteurs puissent les considérer dans leur travail. Donc ceux qui ont fait des exposés et qui ont eu à formuler des recommandations ou à dessiner des perspectives qu'ils jugent opportunes pour porter la nouvelle pensée africaine sont invités à faire une petite page, juste une page, à remettre au même manuscrit, n'est-ce pas, à remettre demain matin au rapporteur. Sur ce, je voudrais une fois de plus vous remercier pour la patience, pour la densité des débats et vous souhaite une excellente et une agréable nuit. Bonne soirée.